Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, j'aimerais vous parler de BM Coaching, BMCOACHING. Vous avez le sentiment d'avancer professionnellement dans un épais brouillard, ou vous manquez d'entrain et de plaisir dans votre job, ou encore vous êtes en quête d'empowerment et souhaitez changer de cap professionnel, alors BM Coaching est fait pour vous. Blandine Mansion, BLANDINE, MANSION, elle-même reconvertie, est coach professionnel. Son expertise est la reconversion. Elle a fondé BM Coaching à l'intention des femmes insatisfaites dans leur carrière. Elle les aide à réussir leur transition pour vivre d'un métier qui les épanouit. Avec sa méthode Je veux changer, Blandine vous accompagne pour dépasser cette frustration professionnelle, l'appréhension du faux pas et aussi construire la carrière qui vous révèle. BM Coaching, c'est l'accélérateur des talents au féminin. Pour les auditrices d'Oser la reconversion, Blandine offre une réduction de moins 20%. Attention, cette offre est seulement valable jusqu'au 15 janvier 2023. Au-delà de cette date, la réduction sera de 10%. Une séance découverte est offerte. Pour en profiter, prenez rendez-vous dès maintenant avec Blandine Mansion sur son site www.bmcoaching.fr. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Johanna Sebag. Après des études de droit, Johanna a fondé Dress Code, l'une des meilleures agences de communication en France dans l'univers de la mode, qui s'occupe notamment de Tiffany, Vanessa Bruno, Sonia Rykiel, Cézanne, Maje, Guess, Darrell, Etam, American Vintage ou encore Livy. Après le bac, Johanna se dirige en droit car elle aime défendre des causes. Elle a pour objectif de se spécialiser en propriété intellectuelle. Mais très vite, sa passion pour la mode la rattrape. Après sa licence de droit, Johanna décide alors de faire un master en communication et décroche un stage dans l'agence de communication Annette Josso Communication. Elle est ensuite embauchée en CDI et y restera pendant 7 ans. L'agence est alors spécialisée dans le tourisme et la beauté. Elle a carte blanche pour développer un département mode. La petite attachée de presse, comme elle le dit, monte l'agence comme la sienne. Elle court les salons, repère des jeunes marques, alors comme Maje. Après 7 ans, plusieurs agences essaient de débaucher Johanna, mais elle n'ose pas partir car elle ne veut pas trahir Annette, celle qui l'a formée. Après accord avec Annette, elle décide finalement de monter sa propre agence, Dress Code, en août 2005. Aujourd'hui, Johanna est CEO de Dress Code, une agence de communication 360 avec plus de 800 mètres carrés de bureaux, showrooms et une équipe de 25 salariés. Alors avec Johanna, on a évoqué comment elle a annoncé à ses parents qu'elle ne serait finalement pas avocate, ses conseils pour networker, comment elle a fait de Dress Code l'agence numéro 1 dans l'univers de la mode, ses anecdotes sur le A-Time Live Show qu'elle organise, la nécessité de toujours se renouveler dans le monde de la com, et comment elle mêle vie de maman et de chef d'entreprise. Si vous êtes passionné par la mode, cet épisode est pour vous. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Johanna. Bonjour Johanna, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Alors, je suis CIO de Dress Code, qui est une agence de communication média 360. Alors, c'est une des plus grosses agences presse dans l'univers de la mode qui existe, donc j'ai vraiment hâte que tu nous racontes comment tu en es arrivé là et comment surtout tu as fait ton succès. Et tu n'as pas du tout fait des études de communication à la base. Est-ce que tu peux nous raconter tes études et puis ton parcours? Alors, en fait, j'ai commencé, donc j'ai été dans une école qui m'a donné beaucoup de valeurs. Voilà, j'ai fait une école juive qui m'a énormément apporté, qui m'a donné beaucoup de valeurs et de rigueur, de ce monde toujours de la mode assez compliqué aussi. Donc, ça m'a permis aussi d'évoluer avec une certaine ligne de conduite. Donc, j'ai enchaîné une fac de droit à René Descartes à Malakoff. Et effectivement, j'étais passionnée. J'ai fait 3 ans de droit. J'aimais beaucoup. Je voulais me spécialiser en propriété intellectuelle, donc tout ce qui était copie et plagiat des marques. En fait, quand je fais quelque chose, il faut que j'aille à fond. Je sentais que je commençais un petit peu à m'essouffler. Alors c'est vrai que j'ai une très bonne mémoire, tout ce qui était code civil, tout ça, j'adorais. Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que c'était plus vraiment ce que j'avais envie de faire. J'en ai informé mes parents qui m'ont dit: «Mais comment ça, tu ne vas pas être avocate? Mais comment ça?» Et
Et donc j'ai voulu un petit peu aller vers, le droit, enfin même pas le droit des assurances, mais dans une école d'assurance. Donc j'ai fait un premier entretien qui ne m'a pas du tout plu et je me suis dit: «Non mais mon Dieu, en fait, je sais ce qu'il me faut. J'aime la mode, j'en suis passionnée depuis que je suis petite». J'ai toujours eu c'est des petits détails parce que là j'ai revu des camarades de classe qui m'ont dit: «Mais même petite, tu avais déjà ce goût, tu arrivais avec des tenues à l'école» et on se disait: «Mais qu'est-ce qu'elle va nous mettre demain?» Donc j'ai toujours eu ce goût pour la mode, et la communication et le côté, je pense, de promouvoir une marque parce que c'est vrai que je commençais un petit peu à en parler, autour de moi et donc j'ai fait une école de communication qui s'appelle l'ISCOM, ce qui m'a permis de valider une 4e année et voilà et les choses se sont enchaînées, au fur et à mesure. Et les études de droit, ça t'était venu comment? Est-ce que tu as de la famille, enfin, est-ce que tu as des parents avocats? Non, mais je crois que j'aime bien, affirmer un peu, ma position, dire ce que je pense, défendre l'autre. J'aime bien aussi, ce côté de toujours de défendre des projets et de défendre quelqu'un et de se battre pour une cause. Et c'est vrai que j'aimais bien le côté propriété intellectuelle parce que, bah, je voyais un petit peu que dans le monde de la mode, dans le monde des médias, dans le monde je commençais un peu à me renseigner et c'est vrai que, il y a toujours eu ces soucis un petit peu de copie, de plagiat, de défendre ses projets, de déposer une marque, de d'avoir par rapport à ça. Je trouvais que c'était pas un secteur trop fermé. Alors bien sûr, c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, donc aujourd'hui, j'aurais été plutôt dans le droit de l'informatique, dans le droit des médias, dans le droit j'aurais peut-être changé de spécialisation, mais c'est vrai que j'avais envie de me spécialiser dans ça. Après, je pense que j'aurais pu me spécialiser beaucoup plus tard dans les études parce que ça veut dire que j'aurais été plutôt en master ou en DESS à l'époque. Donc c'était un petit peu trop tôt d'évoquer une spécialisation, mais en tout cas, c'était un petit peu on va dire, mon cursus que je voulais faire. Et comment tu as fait pour faire face justement aux réactions de ta famille? Parce que, bon, après 3 ans de droit, c'est quand même un investissement parce que c'est beaucoup de travail, les études de droit. Comment tu as fait pour te dire: «Moi, je suis sûre, je veux pas aller jusqu'au master et je veux changer maintenant»? Alors ça a été une longue réflexion puisque en fait, je bossais, j'allais en amphi, j'allais au TD, j'allais, à la bibliothèque et c'est vrai que déjà à l'époque, j'habitais à 1 heure et demie de la fac, donc il fallait être très motivé, je me levais à 5 heures, j'allais au TD à 8 heures. En fait, je n'ai jamais lâché, je pense, depuis, mon enfance jusqu'à maintenant et je pense que ça a été mon mot d'ordre et pareil, je me disais: «J'ai pas envie de lâcher», donc c'était des études difficiles, c'est beaucoup de par cœur, j'adore ça. J'ai une très bonne mémoire effectivement, donc oui, je me disais: «J'ai envie de me donner à fond». Mais très vite, je sentais une lassitude, je sentais que je commençais un petit peu à pas aller au bout. J'ai décidé d'en parler à mes parents et je leur ai dit: «Voilà, écoutez, je vous ai jamais déçus, j'ai toujours été une très bonne élève, j'ai fait une bonne scolarité. Aujourd'hui, je sens que c'est pas mon objectif et que c'est pas comme ça que je vois ma vie». Donc voilà, j'ai préféré arrêter net plutôt que de me retrouver dans quelque chose de compliqué. Donc j'ai été leur parler. Au début, ils l'ont assez mal pris parce qu'ils se sont dit: «On va avoir, une fille avocate, c'est génial». Et je pense que c'est aussi voilà, ma fille actuellement est en droit à Malakoff à Descartes. Elle est en 2e année et elle se bat énormément. Donc et je suis sûre que ça va être une excellente avocate parce qu'elle a la niaque, la passion et on sent qu'elle adore ce qu'elle fait et elle ne lâche pas. Et c'est vrai que voilà, si un jour elle vient me dire: «Bah voilà, j'ai envie d'arrêter», je l'écouterai, mais par contre, je la pousserai quand même à continuer parce que je pense qu'elle est vraiment faite pour ça et peut-être que moi, je ne l'étais pas. C'est marrant, c'est l'histoire qui se répète. C'est l'histoire qui se répète, et en plus, elle est dans la même fac que moi, le même amphi que moi, donc c'est assez hallucinant, hein. Elle a fait dans Parcoursup, elle a demandé plutôt, à être, à Assas et à la Sorbonne et ça n'a pas été le Parcoursup aujourd'hui, c'est pas hyper évident, on comprend pas trop, l'algorithme, mais en tout cas, elle a été prise à Descartes, c'est quand même une excellente université et les programmes sont très, très bons et je suis hyper contente qu'elle soit dans cette fac. Elle s'accroche, elle bosse toute la journée dans sa chambre, donc j'ai l'impression qu'elle est encore plus volontaire que moi dans le droit. Et alors, pour revenir à ton parcours, comment ça s'est passé, tes premiers stages, en communication? Alors déjà, quand je suis arrivée dans l'école, de com, c'était une école, je me rappelle, qui était à Nation. Très vite, j'ai fait des très belles rencontres. Évidemment, il y avait la théorie en cours, donc j'étais hyper assidue, j'adorais les cours, mais c'était de la théorie et il a fallu passer à la pratique. À l'époque, je voulais vraiment me débrouiller par moi-même, enfin, comme toujours, ça n'a pas changé. C'est vrai que, je me rappelle à l'époque, j'avais appelé le bureau de presse d'Isabelle Marant et j'ai dit: «Voilà, j'aimerais bien», enfin, j'avais appelé Isabelle Marant en direct, enfin la directrice de com qui m'avait dit: «Écoutez, nous, on est en bureau, donc appelez notre bureau directement. Peut-être qu'il y aura plus de chances de faire un stage dans ce bureau». Finalement, j'ai l'oncle de mon mari qui me dit à l'époque,
oui, justement, je voudrais te faire rentrer aussi dans ce bureau. Donc je me suis dit: «Il y a un signe aussi», parce que ma vie a été faite que de signes et finalement j'ai atterri dans ce bureau pendant, à peu près 6-8 mois. Je pense qu'il faut toujours ouvrir, on va dire, ouvrir bien grand, ses yeux, ses oreilles, écouter. Je pense que quand on fait un stage, c'est toujours un peu ingrat et que, on peut faire des cafés, on peut prendre des cartons et cetera, mais ce qu'il faut, c'est, voir ce qui se passe, en tirer un enseignement et voir est-ce que ça nous plaît ou pas. Donc j'ai fait ce premier stage, un deuxième stage dans la mode également, toujours à rue Étienne Marcel où je suis aujourd'hui, hein. Je suis rue Tiquetonne, qui donne sur Étienne Marcel et c'est vrai que très vite, j'ai été passionnée dans mes stages et j'ai été gardée. J'ai été gardée, chez, Annette Josso qui était une agence, de communication, spécialisée plutôt en beauté, en tourisme, avec déjà de la mode qui commençait un peu à émerger et elle m'a donné la chance, elle m'a gardée, elle a donné la chance en fait, que je continue de monter la mode dans ce bureau et ça a été une très belle aventure. J'y suis restée à peu près, 7 ans. Quand vous êtes dans une pièce au début de 20-30 mètres carrés, et que vous faites tout toute seule, que vous avez des stagiaires, que vous commencez à recruter des gens, forcément vous êtes face à la réalité du travail et évidemment vous y allez. Vous dites: «J'ai pas envie de me prendre un mur», donc vous y allez. Donc j'ai fait mes contacts là-bas. En fait, quand on le fait avec sincérité, on est récompensé. J'ai vraiment fait tout pour que ce bureau émerge à fond, soit là. Je sillonnais les salons, je faisais les salons du monde entier, je ramenais pas mal de marques. Je faisais comme si c'était ma structure et sans attendre rien en retour, juste en fait que le bureau monte et j'aimais beaucoup, cette femme, Annette, avec qui je suis toujours en contact. Très vite, j'ai été repérée par pas mal de journalistes qui m'ont dit: «Écoute Johanna, tu as un vrai potentiel, peut-être que tu devrais monter ta structure». Donc moi je disais: «Oh non, 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 je suis trop, droite, elle m'a fait confiance, je ne peux pas la planter comme ça» et j'ai eu énormément de culpabilité. Il y a des bureaux qui ont essayé aussi de me recruter, des grands bureaux parisiens, hein, parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis arrivée, j'étais une petite attachée de presse et il a fallu faire mes preuves dans un bureau qui existait beaucoup en beauté et en tourisme, mais peut-être pas assez, dans la mode. Donc il a fallu justement relever ce challenge-là, que j'ai relevé au fur et à mesure des années par justement cette passion que je n'ai jamais lâchée et cette volonté de faire grandir Annette et le bureau. Quand il y a des bureaux qui sont venus me débaucher, pareil, des bureaux qui ont voulu s'associer avec moi ou des bureaux qui ont voulu me débaucher en tant que responsable de bureau, j'ai été voir Annette et je me voyais pas la quitter. Alors peut-être que c'était un peu trop fleur bleue et à l'époque ou trop sensible, mais en fait j'étais tellement attachée à ce bureau et à cette femme et je me disais elle m'a donné ma chance donc je ne peux pas la planter comme ça. Donc j'ai refusé les offres et je suis restée une année de plus, donc ça devait être la 6e année. Et durant la 6e à la 7e année, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler en me disant vraiment, tu as une vraie capacité, tu fédères tu arrives à fédérer, à trouver des marques, à avoir de très beaux résultats, à avoir ce sens du goût et de la mode, parce que j'ai aidé aussi beaucoup en conseil sur des collections, parce que c'est ce que j'aime faire aussi, hein. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as lancé ta propre agence? 28 ans. Ouais, donc super jeune. Et donc tu dis que t'as réussi à faire énormément de contacts. Quel conseil tu donnerais justement pour arriver à se faire un network? Parce qu'en plus dans le monde de la mode, c'est assez difficile. On sent que les personnes ont pas envie de se laisser facilement approcher. Elles sont toujours un petit peu sur leur garde. Il y a un peu ce côté pas forcément accessible, j'ai envie de dire. Comment toi tu dirais que tu as réussi à te faire tes contacts? En fait, il y a 20 ans, c'était plus dur. C'est-à-dire que, concrètement, il y avait pas les réseaux sociaux, on pouvait pas envoyer de messages, sur Instagram, on pouvait pas écrire en privé, on pouvait pas se présenter à part aller rencontrer des personnes. Il y avait des événements, c'était des événements assez fermés. Donc je pense que voilà, au fur et à mesure, c'est le travail qui paye selon moi. C'est que tu es bonne, tu travailles, on entend parler de toi. Et du coup, j'ai fait mes contacts et j'ai tissé des liens avec certaines journalistes avec qui j'ai toujours ces liens d'ailleurs et qui ont grandi avec moi, certaines qui sont devenues rédactrices en chef, directrices de rédaction ou qui ont fait vraiment du très beau stylisme de mode et voilà, et on a continué à tisser ces liens et ces liens sont venus je pense de déjeuner, de petits déjeuners, sortez, voyez des gens, c'est ce que je dis toujours avec mes équipes, vous gagnez au moins 2-3 mois de deal de vos marques, de vos sujets, vous donnez envie, vous parlez en direct. Donc c'est bien de faire des zooms, c'est bien de parler sur Instagram. Pour moi, il y a rien de mieux
de rencontrer les gens. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure des années. Voilà. Mais c'était pas le même contexte. On avait encore le fac, on avait encore les fiches bleues duel qui arrivaient. Et quand elles arrivaient, on se disait oh là là, ça a été shooté, on est trop content, faut remplir la composition, la matière. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et le monde a changé, les médias ont changé. Il a fallu se réinventer tous les jours au quotidien. C'est surtout ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vrai que c'est plus facile, mais en même temps, c'est plus rapide. Donc, il y a ce côté, personne n'a le temps, il faut aller très vite. C'est beaucoup plus en quantité, en fait, qu'en qualité. Et je trouve que c'est pas forcément évident. C'est très rapide. Les gens, ils veulent aller à l'essentiel. Ils ont plus le temps. On est dans une société qui va très vite, qui zappe très vite, moins qu'avant. Les valeurs de storytelling qu'on pouvait avoir avant sur des marques de savoir-faire, etc., reviennent aujourd'hui. Mais il y a un moment, c'est vrai que c'était beaucoup. Quand on appelle une journaliste, souvent, c'est oui, dites-moi. Voilà, elle peut être assez pressée. Il faut avoir le bon wording au bon moment. Et quand vous êtes une agence qui est quand même plus référente comme Dress Code aujourd'hui, mais au début, je suis partie de rien. J'étais une petite attachée de presse. Donc, il fallait séduire au téléphone. Il fallait vraiment montrer qu'on a le bon wording. Et c'était dur, en fait. Et surtout quand vous appelez. Aujourd'hui, on appelle, on va dire, voilà, c'est Johanna de chez Dress Code, c'est Lucie de chez Dress Code, c'est Damien de chez Dress Code. Forcément qu'aujourd'hui, ça a un impact parce que le bureau il est devenu référent à force de travail. Mais au début, quand j'appelais, oui, bonjour, c'est Johanna de chez Intel, de chez Annette Josso, de chez Dress Code, c'était pas la même chose. J'avais pas la même écoute. Aujourd'hui, bien sûr que je l'ai et j'ai la chance d'avoir des key editors, d'avoir des directrices de rédaction qui sont justement à mon écoute et à l'écoute de mes équipes. Donc évidemment, ce n'est pas le même, mais je pense que tu as raison, ça va très vite. Que si on capte pas la bonne personne au bon moment, il faut tout de suite dans le mail, dans la pièce jointe, dans le corps de mail, il faut déjà commencer avec des mots forts, des bons mots qui vont capter la personne par mail et elle va pas se dire je le verrai après. Pareil au téléphone. Moi, je dis toujours à la team, on appelle, on se présente, on va déjeuner, on va voir les gens. Et ça, c'est il y a 20 ans et maintenant, pour moi, c'est les mêmes méthodes. Et donc, Dress Code existe aujourd'hui depuis 2006. Donc, tu as connu une énorme évolution de la communication, l'arrivée de l'influence. Comment tu as fait, toi, pour justement réussir à toujours t'adapter à tous ces nouveaux modes de communication? Alors, déjà, j'ai créé Dress Code exactement, pour être précise avec toi, en août 2005. L'année aussi qui m'a beaucoup apporté. C'était très difficile pour moi, donc je me suis séparée de mon mari à ce moment-là. Et en fait, j'ai retrouvé mon premier amour quand j'étais petite, qui est mon mari actuel. Et donc, ça a été un chamboulement personnel et professionnel. C'est pour ça que j'en parle. Et effectivement, ça m'a beaucoup apporté puisque j'ai eu une année où j'ai un peu pris ma fille de 18 mois sous le bras pour donc du coup justement me mettre avec mon mari. Et c'est quelque chose en fait qui m'a énormément fait grandir et évoluer et qui m'a donné aussi une niaque de réussir puisqu'en fait je suis partie avec rien et il a fallu que je monte cette boîte de mes mains et avec mon savoir-faire et en se prenant au début pas mal de claques mais en avançant positivement. Et du coup, on va dire que l'agence on a commencé par un petit showroom qui était dans le 2e, de 100 mètres carrés. Il y a très vite des marques, alors d'un commun accord avec Annette Josso, forcément, j'avais des marques que j'avais rentrées, mais il y a plus d'une patronne qui aurait dit « Ah non, 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 c'est mes marques, c'est mon bureau ». Elle a été vraiment extraordinaire puisqu'elle m'a dit « Johanna, vous avez un vrai engouement pour ce métier, ça se voit que c'est votre vie, que vous avez en faire, enfin, vous vibrez, donc je pense que vous faites bien, montez votre bureau et vous me laissez quelques marques. » Donc j'ai dit mais bien sûr, parce qu'elle avait quand même quelques marques de mode en dehors de la beauté du tourisme. Donc j'ai été très droite dans mes baskets, je lui ai laissé ces marques qui m'ont contacté quand j'ai monté Dress Code et j'ai refusé. Et j'ai commencé à monter Dress Code avec des marques comme Mage que j'avais déjà déniché. Donc ça fait 24 ans que je m'en occupe, donc je les avais déjà dénichés. C'est une très jolie histoire, ma rencontre avec Judith Milgroom, toujours qui perdure, puisque c'est devenu une très belle relation et une amie, Judith Milgroom. Et j'ai fait des très belles rencontres comme Yves Benoliel qui était à la communication de Mage avec moi il y a une quinzaine d'années. Et voilà, et l'histoire a commencé comme ça avec des marques. On ne savait pas que Mage allait devenir un mastodonte de luxe accessible, une très belle marque sur le marché aujourd'hui avec des vrais codes. Et je pense que j'ai eu le flair, ils ont eu le flair de me prendre, comme moi j'ai eu le flair de me dire que cette marque allait devenir une grande marque. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec des marques comme Et vous à l'époque, comme Mage, qui m'ont donné aussi ce déclic de me dire voilà, c'était des marques importantes. Et vous était même une marque très importante il y a 20 ans. Et d'ailleurs, je travaille toujours avec Philippe Corbin qui s'occupait du commercial à l'époque chez Et vous et qui m'a donné ma chance aussi sur Léon & Harper que j'ai toujours. Donc c'est des belles histoires qui ont commencé avec Dress Code et Morgane Césalori de
Cézanne, pareil, est venu me voir une dizaine d'années avec son projet de bouleverser les modes de consommation sur le digital et de donner un petit coup dans la fourmilière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première marque digitale. Et moi, j'ai toujours la chance de m'en occuper aujourd'hui. Donc, c'est des belles histoires, des histoires humaines qui font que du coup, c'est un bureau très humain. Et je pense que, comme je le répète toujours, passion, le côté humain, ne jamais lâcher, la niaque, c'est vraiment les mots d'ordre de Dresscode aujourd'hui et c'est les fondations de Dresscode. Mais c'est vrai que on remarque que quand tu en parles, tu dis toujours, il m'a donné la chance, t'es resté super humble malgré tout ce que t'as construit. C'est la reconnaissance du ventre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est très important. Moi, mes équipes aujourd'hui qui sont passées chez Dresscode et qui ont eu la chance d'accéder à des super jobs après moi, eh ben, ils ont démarré bas, ils sont montés, ils ont eu accès à des super postes et je pense que la reconnaissance du ventre, c'est hyper important parce que faut jamais oublier d'où on vient. On peut être en bas, en haut et en bas, et on peut descendre très vite. Et c'est ça qui est très dur. Donc oui, garder cette humilité et se rappeler d'où on vient et les gens qui nous ont donné notre chance, pour moi, c'est le b.a.-ba et c'est des valeurs que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie. Et quel conseil tu donnerais justement pour toujours s'adapter aux nouveaux types de médias, aux nouvelles personnes avec qui tu vas interagir, aux nouvelles marques qui arrivent, puisque tu dis que c'est important justement de dénicher les nouvelles marques. Comment tu fais toi pour justement sans cesse te renouveler? Les médias de l'époque, donc quand on a monté Dresscode, forcément, bah, ça a été, c'était pas du tout la même chose. Hein, on n'avait pas accès à tous ces réseaux sociaux. Nous, pour revenir un petit peu sur l'évolution rapide, on a très vite déménagé dans un grand showroom et très vite j'ai commencé à recruter des vraies collaboratrices, certaines avec qui je suis toujours en contact ou certaines qui sont toujours chez moi, dont Lucie Chabria qui a fait son stage, son contrat de qualif chez moi il y a à peu près 17 ans et qui est partie entre-temps faire ses armes ailleurs et qui est revenue à la maison il y a 6 ans. Donc elle est avec moi, elle m'accompagne, elle fait partie de mes adjoints. Donc c'est un peu bras droit, bras gauche. Et en bras gauche, on a Damien Nicolas qui travaille avec moi depuis à peu près 3 ans et avec qui je prends beaucoup de décisions, on va dire, collégialement. Il y a à peu près une dizaine d'années ou 12 ans, on a décidé avec Sylvie Ferraro, qui est une aussi de mes anciennes collaboratrices et qui travaille toujours avec moi au quotidien, de monter le service marketing com. Et donc, du coup, on a décidé de monter un petit peu ce service 360 qui n'existait pas à l'époque dans les médias. Et dans les agences de presse, dans les agences de com, on n'avait pas du tout ce service en fait. On faisait du product placement. Donc le but était d'avoir la bonne blouse dans le L, une blouse rose dans le Madame Figaro, et on avait des thèmes. Et déjà à l'époque, avant l'émergence des réseaux sociaux, quand je recevais une journaliste, même quand j'étais une simple attachée de presse, j'essayais toujours de la recevoir comme si je la recevais à la maison. Donc on la mettait en confiance, c'était joli, on mettait de la jolie déco, ce que je fais toujours aujourd'hui, hein, parce que c'est des recettes qui marchent. Euh, et on essayait vraiment d'aller au bout de son sujet. Donc on lui préparait des portants, on lui disait voilà aujourd'hui tu as un thème blanc, alors exemple, hein, ou tu as un thème 70, alors on va lui préparer déjà une sélection pour qu'elle voit qu'on s'est pris la tête et qu'on a vraiment travaillé le sujet. Et je trouve que quand on fait ça, la personne elle se dit ils ont travaillé, c'est top, on a envie de les récompenser, ils ont mis du cœur dans ce qu'ils font et on revient toujours aux valeurs humaines, voilà, c'est toujours pareil. Et là, évidemment, on est récompensé. Donc à cette époque-là, le product placement était vraiment la ligne de conduite des bureaux de presse, hein, ça s'appelait bureau de presse. Très vite, Sylvie Ferraro m'a dit non, 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 Johanna, il faut qu'on fasse une com un peu plus globale, qu'on tire le fil, qu'on essaye de trouver une stratégie marketing, qu'on crée des capsules, qu'on crée des collaborations. Ça existait moins, c'était plutôt des agences de com qui faisaient ça. Et nous, on a décidé chez Dresscode de créer en fait ce contexte 360. C'est ce qui nous a permis de gagner des très belles compètes, hein, des American Vintage qu'on a toujours aujourd'hui, des Simone Perel qu'on a toujours aujourd'hui. Il y a une belle fidélité des marques, hein, parce que Mage 24 ans, American Vintage, ça doit faire au moins 13-14 ans. Simone Perel, pareil. Livy, ça fait 5 ans, 6 ans. J'ai envie de dire, voilà, les marques restent chez Dresscode parce que ils ont un vrai service.
et un vrai service aussi sur mesure. Et ça, c'est très important. Donc, le côté 360 est monté et on a très vite aussi monté le service digital. Donc, c'est-à-dire avec une ancienne blogueuse qui s'appelait Margot Selva à l'époque, qui nous a monté, qui s'appelait Baroque Roll, qui est aujourd'hui chez Cézanne, avec qui je bosse aussi toujours conjointement et qui me dit toujours, Johanna, on tire le fil. Vous m'avez appris à tirer le fil. Et moi, quand on me dit ça, je suis hyper contente parce que là, j'ai une de mes collaboratrices qui est partie chez Tiffany Co, qui est aussi une maison qu'on représente de joaillerie depuis maintenant 6 ans. Et elle a été recrutée chez Tiffany, mais moi, c'est une victoire pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je travaille main dans la main avec elle et je me dis, mais c'est top parce qu'elle a appris la rigueur, elle a appris à ne pas lâcher et elle le met au service de Tiffany et en même temps avec Dresscode. Donc ça, c'est des belles aventures humaines aussi qui se poursuivent. Et le service digital nous a fait grandir, hein, parce qu'on a commencé à travailler avec des influenceuses. À l'époque, ça s'appelait des blogueuses avec des blogs. Et pareil, on a commencé à les emmener en voyage de presse, donc des voyages médias. Donc, on n'a plus parlé de presse, mais de médias, comme on parle de offline et de online aujourd'hui, d'influence, de podcast, d'où aussi l'émergence des podcasts, tout ce qui est audio. On a envie de connaître la vie des gens, on a envie de s'en imprégner parce qu'on est à l'écoute. La radio, qui est aussi très importante, la télé, qui a existé depuis toujours. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur des nouveaux médias et il a fallu, comme tu le dis, se renouveler, s'adapter au marché, s'adapter au mode de consommation qui avait changé avec l'émergence de marques comme Cézanne, qui aujourd'hui a fait pas mal de petits, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont que digitales et qui vendent que sur des e-shops. Et aujourd'hui, elle a créé des concepts aussi figitaux, pardon. Donc, forcément, tout ça, ça fait grandir et ça fait évoluer et on se renouvelle au jour le jour. Parce qu'aujourd'hui, rester une simple agence de presse, un simple bureau de presse, ça n'existe plus. Aujourd'hui, si tu vas pas vers différents canaux, différentes stratégies de consommation, forcément, tu restes un peu le bureau ringard, le bureau d'il y a 10 ans, 15 ans, un peu has-been. Aujourd'hui, j'essaye d'être avec Dresscode une sorte de start-up. C'est-à-dire que même si on a 15 ans, 16 ans à peu près, disons, aujourd'hui, je veux m'entourer d'équipes jeunes qui me font me surpasser au quotidien et toujours prendre leurs idées et se dire, OK, on est une team avant tout et on avance main dans la main. Oui, t'as jamais oublié les débuts, en fait. T'es toujours dans cette énergie de te battre. Non, parce que les débuts, c'est ce qui fait grandir. Et si tu oublies tes débuts, t'avances pas. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai 25 salariés. Il y a des stagiaires aussi qui nous rejoignent chaque saison. Il y a des contrats de qualification. J'essaie d'être à l'écoute. Il y en a certaines, malheureusement, je voudrais avoir du temps pour parler à tout le monde, mais je suis autant à l'écoute d'une petite junior qu'une senior qui travaille avec moi. Je leur dis toujours, ceux qui veulent, venez avec moi déjeuner. Ils vont même déjeuner avec des journalistes seuls. On est un bureau où il y a moins de hiérarchie. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es très senior avec des années d'expérience que tu as le droit de déjeuner avec une rédactrice en chef. Il faut aussi, bien sûr, avoir quand même une certaine stature, bien sûr, mais en tout cas, je donne cet accès-là à mes équipes et je pense que c'est très important. Ouais, puis c'est rare dans ce milieu en tout cas. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter puisque vous organisez par exemple le A-Time Live Show, donc vous travaillez avec toutes les marques que tu as citées, donc Cézanne, Tiffany, Guess, Claudie Pierlot, Mage, Vanessa Bruno, toutes les marques qu'on connaît. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, par exemple d'un voyage presse, un événement que tu as organisé, quelque chose qui s'est pas forcément passé comme prévu, un petit peu les behind the scenes? Oh là là, alors comme ça, c'est pas une anecdote spécifique, mais dans ce milieu, le problème, c'est que il y a toujours des impondérables, des choses que t'as pas prévues. Alors je dis aux équipes, on appréhende la demande. Là, on organise un très joli dîner le 24 novembre pour Thanksgiving. Concrètement, on appréhende les problèmes, on appréhende ce qui pourrait se passer. On n'est jamais à l'abri de galères, mais au moins on essaye d'appréhender. J'ai pas d'anecdote spécifique. C'est vrai qu'on arrive à faire des jolis événements qui se passent bien. Les clients sont contents. On met vraiment les équipes au service des marques aussi. C'est vraiment ça qui est important. Mais non, c'est chaque événement, chaque chose a sa dose d'adrénaline et on doit se surpasser. Alors les Etam Live Show, c'est toujours beaucoup, beaucoup de travail. Il y a tout le bureau. On se fait des grosses teams de 25 personnes et on les met au service de la marque pendant le live show. Donc, à l'entrée, en backstage, au photocall, on a tous. Alors cette année, j'ai adoré parce que c'était ma passion d'avoir ça un jour. C'est d'avoir l'espèce de micro comme ça en forme je sais pas si on appelle ça un talkie-walkie ou autre maintenant, mais c'était, et là, j'ai vécu ma passion du truc. Alors, je faisais allô, allô, Johanna pour Damien, Damien pour Johanna. Et là, j'ai adoré ce moment. Et c'est beaucoup d'adrénaline. Est-ce que la personne va bien venir? Est-ce que l'influenceuse va bien venir? Est-ce qu'on va pas
avoir de plantage? Est-ce que voilà, là, il faut penser à tout. C'est un métier de rigueur, de détail, de minutie. Si la personne, elle veut pas en fait, c'est un peu notre vie. Quand on travaille dans la communication, c'est notre vie. Et si on n'aime pas être au service des autres, au service des marques et être une intermédiaire en se disant que c'est pas nous les stars, c'est nos marques qui sont les stars. Et si on n'est pas capable d'être une espèce de passe-plat et d'intermédiaire, c'est qu'on n'a pas compris qu'on est au service des autres. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que avant tout, quand on fait un événement, et un événement comme Etam Live Show, bah, il faut tout donner, quoi. Il faut se dire, OK, je fais pas ce métier de la communication, sinon je vais dans un métier beaucoup plus calme et beaucoup plus structuré dans les horaires. Alors c'est vrai que nous, moi je dis à mes équipes, on a tous une vie, on a tous, c'est vrai que les valeurs humaines chez Dresscode sont importantes. Moi déjà, je véhicule ces valeurs parce que je suis maman de 3 enfants. Quand je sors, c'est à des dîners spécifiques, c'est à des événements spécifiques. J'essaye d'accorder aussi du temps à la maison pour mes enfants. Ça n'a pas toujours été facile parce que Dresscode fait partie, c'est mon 4e enfant. C'est même, j'ai envie de dire, mon premier enfant avec ma fille Lola qui a 19 ans aujourd'hui. Donc forcément, oui, c'est des métiers où on vit beaucoup de choses intenses, d'anecdotes, d'adrénaline et c'est ça qui est important. Et des rencontres humaines aussi. Alors, c'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce que tu aurais un conseil pour gérer l'organisation quand on est maman, quand on a une entreprise, pour essayer de justement s'organiser pour tout faire? Alors, je l'ai dit souvent, mais j'ai la chance et j'ai eu la chance d'avoir un mari qui est à la base dans la restauration, mais qui m'a laissé m'épanouir. C'est-à-dire, en fait, pas été très présente parce qu'effectivement, en 17 ans, on monte pas une agence comme Dresscode à bout de bras. Alors bien sûr, j'ai bras droit, bras gauche, j'ai Damien Nicolas, Lucie Chabria, Sylvie Ferraro qui m'accompagnent au quotidien et qui m'ont aidé à monter cette agence à bout de bras. Mais quoi qu'il arrive, voilà, aujourd'hui, je suis seule à bord, j'ai pas d'associé, j'ai pris ça a été une décision en fait. Alors ça veut pas dire que dans un futur proche, j'ai pas envie de monter des pôles en m'associant avec des gens peut-être, en étant peut-être un petit peu plus à l'écoute du marché, de ce qui se passe, d'associations. Mais en tout cas, aujourd'hui, tel que c'est, j'ai toujours tenu le bureau à bout de bras. Et forcément, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc voilà, il y a des choses que j'aurais voulu faire avec mes enfants que j'ai peut-être moins fait, peut-être moins de temps, peut-être trop dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une entreprise ou même quand on est dans un business de communication et au service des marques, il y a perso pro, tout est mixé finalement. Ça ne s'arrête jamais. Le soir, je ne m'arrête pas. Le week-end, je ne m'arrête pas. Je vis Dresscode et je vis pour Dresscode et aussi pour ma team à qui je dois de tenir les choses, en fait. Donc forcément, les enfants, ils en ont pâti un petit peu, un peu compliqué à l'école. Puis bon, voilà, il y a ma fille qui a subi aussi le divorce, mais elle était petite, donc elle s'en est pas trop rendue compte. Et c'est vrai que mon mari a joué aussi ce rôle de papa, même si elle est toujours avec son papa en relation. Mais c'est vrai que du coup, il m'a laissé partir, aller à l'étranger, m'épanouir, faire beaucoup de dîners, gérer la boîte. Et ça, je leur remercierai jamais assez. Donc aujourd'hui, je veux encore plus avoir ce rôle de maman parce qu'ils ont besoin de moi. Ils grandissent, c'est plus les mêmes besoins. Et le conseil que je peux donner, c'est de passer des moments, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et je pense que quand c'est la qualité, il faut essayer de se sortir les choses de la tête. Alors avec moi, ça marche pas. Peut-être qu'avec des personnes, ça va marcher, mais je donne ce conseil de montrer qu'on est là. Et même si des petits moments, c'est bien de les passer. En ce moment, j'essaye de rentrer chez moi vraiment le soir. Quand j'ai pas d'événement, je suis à la maison. Et je passe des moments avec mon mari et mes enfants. Parce que malgré tout, c'est aussi l'essentiel. Donc c'est important. Tu dirais aussi peut-être de déculpabiliser puisque tu en parles en disant oui, j'ai fait des erreurs et puis... Je suis peut-être pas la bonne référence, mais en tout cas, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans tout ce qu'on fait. Oui, je pense qu'il faut déculpabiliser. J'ai essayé de déculpabiliser le maximum parce que sinon on se rend malade. Et voilà, et je pense que mon mari aussi, il est pas très présent actuellement avec la restauration, ça c'est sûr, mais on essaie de trouver un bon équilibre pour les enfants parce que c'est des périodes 19 ans, 14 ans, 10 ans, c'est des âges où ils ont besoin de nous quoi pour se construire. Bon, alors, dernière question. Donc, tu as un agenda assez plein, donc on va avancer. Et en tout cas, merci pour toute l'histoire du dress code. C'était super intéressant. Donc, dernière question, c'est toujours la question que je pose à tous les invités du podcast. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors pour moi, ma grande fierté, déjà, bonne reconversion, c'est d'avoir su, avec les aléas de la vie et les aléas du marché, tenir cette boîte. Enfin voilà, on a eu quand même un tsunami qui est le Covid. Pendant le Covid, j'ai vu mes équipes se réaliser, montrer qu'ils étaient là pour Dresscode. Ils se sont donnés avec passion, chose que je fais moi.
mais c'est normal, c'est ma boîte. Mais ils ont vécu dress code. Je les vois bien quand ils ont des résultats, ils sont hyper contents, ils vivent le truc vraiment, et c'est super. Le premier jour du Covid, j'ai été très affectée et je me suis dit, tu n'as pas le droit de baisser les bras. C'est là où il faut montrer que tu es là et que tu es une vraie chef d'entreprise. Donc, on a commencé avec plusieurs personnes qui étaient avec moi même à l'époque, Walid, qui m'a aidé aussi sur Instagram. On a commencé à faire des lives, on a commencé à travailler main dans la main. J'ai été tapée à la porte, façon de parler, sur Instagram, de jeunes designers, de gens dans l'œnologie, dans les fleurs, dans le côté facialiste, dans le côté philosophie de la vie, qu'on commençait à faire des lives sur Instagram. On a sollicité pas mal de gens et on a fait ça pendant 2-3 mois. D'arrache-pied, on faisait 4 lives par jour. On a montré aux marques qu'on savait aussi être un média, qu'on savait réagir, qu'on savait se réinventer pendant cette période qui, je ne sais pas, dans la vie, il y a des gens qui auraient eu la chance ou pas la chance de connaître ce Covid, mais je pense que ça nous a tous fait beaucoup réfléchir, que ça nous a bonifié et que ça nous a fait vivre aussi des moments avec notre famille. Et il fallait partager le temps à la maison avec la famille, enfermée dans la chambre. Je m'enfermais de 9h jusqu'à 20h. J'avais des plages horaires avec les enfants où je descendais, où j'étais avec mon ordinateur en Zoom, où on faisait les lives, où moi-même j'étais sollicitée par les médias pour répondre à la complexité des médias du moment et de la communication en tant qu'experte. Enfin, en tout cas, j'étais fière qu'on me sollicite plutôt. Et c'est vrai que tout ça, ça a fait du remue-ménage dans nos vies à tous. Et on s'est réinventé et ma team a été là plus que jamais. Donc, je les en remercie toujours en leur disant vraiment merci d'avoir été là. Et j'ai gardé tout le staff. J'ai gardé toute ma team. J'ai licencié personne. J'ai réussi à garder l'agence intacte que par force de travail et par des gens fidèles et qui ont fait monter Dress Code avec moi. Donc, pour moi, c'est ça la reconversion réussie. C'est que avec les aléas de la vie, avec tout ce qui peut se passer, c'est jamais perdre espoir. C'est toujours comme ça. On pense que c'est mort. Et non, c'est pas mort. On y va. On donne tout. Et puis si c'est non, ce sera non. Mais déjà, vous ne dites jamais non et vous allez essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est, je pense, un mot d'ordre important. Un grand merci, Johanna. Franchement, c'était une bouffée d'air frais parce que tu as un parcours vraiment très inspirant et c'est vrai que ça fait plaisir à voir que tu es aussi proche de tes équipes. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Je mettrai les liens pour que les auditeurs puissent aller voir Dress Code. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.